Salut à toutes, salut à tous, bienvenue pour cette troisième étape du Tour Down Under sur 100% cyclisme. Une étape qui promet d'être différente des deux premières. Aujourd'hui, on ne devrait pas avoir un sprint massif à l'arrivée parce que ça monte, ça grimpe, il y a des collines. Les organisateurs du Tour ont même dit que cette étape était la plus dure jamais organisée dans l'histoire du Tour Down Under. C'est dire qu'on doit s'attendre à quelques étincelles aujourd'hui et les favoris qui devront se montrer. Aujourd'hui, le classement général pourrait déjà être chamboulé, va même être chamboulé, et des écarts décisifs pourraient être faits, des secondes importantes pourraient être prises au cours des différentes ascensions et surtout de la dernière. Alors on va regarder à quoi ressemble cette étape et ça part très vite en fait, ça part en montée. Directement, on attaque par un col de première catégorie, 8 km à 4%. Parfait pour un groupe d'échappés de se former et de partir pour aller chercher les points de la montagne et pour tenter d'aller au bout. C'est une étape aujourd'hui que les équipes de sprinteurs ne vont pas tenter de gérer. Ça sera probablement à la Team Emirates qui a les plus grands favoris dans son groupe et la meilleure équipe de bosser. Et donc, les échappés auront peut-être aussi une opportunité d'aller au bout aujourd'hui. Après cette ascension initiale, ça va monter, descendre, des petites montées, des petites descentes pendant une centaine de kilomètres jusqu'à la montée de la pente réserve, c'est 3 km à 7,7%. Ce sera une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. Et surtout, cette montée, on la remonte une dernière fois à 6 km de l'arrivée. Et là, ça sera bien sûr une rampe de lancement parfaite pour tous les punchers du peloton qui vont vouloir prendre les distances sur les rouleurs qui auront plus de mal à grimper. Et ensuite, ça file en descente jusqu'à l'arrivée. Donc, ceux qui seront en tête au sommet de la dernière ascension seront aussi ceux qui se battront pour la victoire finale. Je prédis un sprint à un petit groupe, je pense quand même que c'est pas non plus de la haute montagne, donc il peut y avoir une vingtaine, une trentaine de coureurs qui se disputent la victoire finale à Uraidla. C'est la ville où on arrive alors que l'on part de Norwood. Alors qui pour gagner aujourd'hui? Pour moi, mon favori du jour, c'est Jonathan Narvaez, l'équatorien de la team UAE Emirates XRG. Ils ont un nouveau sponsor, ça s'appelle XRG, la team Emirates. C'est un très bon puncher et c'est aussi un très bon finisseur sur le plat. On l'a vu, c'est lui qui a pris la seconde de bonus intermédiaire lors d'un sprint qui s'est joué lors de la première étape. Donc ça veut dire qu'il est bon sur les sprints et de deux qu'il a envie de jouer le général puisqu'il se bat pour les secondes. Lors de ce sprint, il y a aussi Paul Lapera qui s'était montré. Et Lapera, c'est aussi un profil qui lui va bien, une ascension qu'il peut grimper et ensuite un final en sprint où il est bon, le champion de France. Donc ça, c'est deux coureurs sur lesquels il faudra compter. Et puis, on peut citer aussi bien sûr les Britanniques Stephen Williams et Oscar Onley, des bons punchers finisseurs qui seront aussi là dans le final, c'est certain. On a les coureurs de la Emirates, Jevan et Marc Soler, qui sont des grimpeurs, mais qui ont une pointe de vitesse un petit peu moins bonne. Donc ils seront là, mais ça sera dur pour la victoire d'étape. On a les Australiens Luc Plapp pour la Jayco Alula et Lucas Hamilton pour Ineos Grenadier, qui voudront s'accrocher aussi jusqu'au bout. Voilà un petit peu une question sur Brian Cocard. C'est un des rares sprinteurs qui peut passer ce genre de boss. Si ça ne monte pas trop vite, il pourrait être là au final, lui qui a fait 3e hier. Les autres bons grimpeurs qui seront là, on a Esteban Chavez pour Education Easy Post. Et puis Astana, l'XDX Astana Team, à Alberto Bettiol, à Sergio Higuita. Ça, c'est des coureurs aussi pour qui l'ascension ne leur fait pas peur. Donc, on a aussi Finn Fischer-Black pour la Red Bull Bora Hansgrohe. Ça ne sera pas Sam Welsford aujourd'hui le leader pour la Red Bull. Ça sera plutôt Fischer-Black à mon avis. Donc, voilà quelques coureurs qui auront leur mot à dire aujourd'hui. Plus des échappés qui pourraient peut-être, si l'échappée est assez conséquente, inquiéter le peloton. C'est donc voilà, une étape intéressante qui nous attend aujourd'hui sur ce 3e jour de course du Tour Down Under. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolée. Allez, c'est parti pour aujourd'hui 147,5 km de course. Une course qui s'annonce assez excitante. On va voir l'échappée qui pourrait être forte aujourd'hui. Allez, ça commence déjà une première attaque. C'est bien sûr un coureur de... Ah, c'est Lugderbridge. C'est Lugderbridge qui attaque. En fait, il a le même maillot comme il est champion d'Australie que les coureurs de l'équipe nationale australienne.
C'est Luke Durbridge qui fait la première attaque. Ça monte direct. Hein. Là, il est direct en danseuse. C'est pas vraiment une attaque. C'est plus un espèce de rythme d'ailleurs qu'il impose. Pour l'instant, il n'y a pas d'écart de fait. Ça suit derrière. Déjà en ligne en file indienne. Moi, j'ai envie de voir mon petit meilleur grimpeur. Là, il est où Fergus Browning là? Il y a 10 points à prendre assez rapidement. Hein, le sommet dans déjà 7 km tout simplement. Donc il a intérêt d'y aller, de tout donner au début. C'est pas grave si ensuite il est repris, lâché. Il y a 10 points à prendre, ça peut être intéressant pour la suite de sa compétition. C'est mon petit coup de cœur, hein, Browning, on va pas se mentir là. Hein. Il est à l'avant. Tiens, il le montre d'ailleurs à la télé. Pour l'instant, il est un petit peu derrière. Il n'a pas attaqué encore, mais c'est sûr qu'il va aller tenter de s'y mêler en ce début d'étape. Allez, un premier coureur qui s'est isolé, c'est le Belge Dries de Putter de l'Intermarché Venti. Il a réussi à s'isoler à l'avant. C'est le premier coureur à être parti et à avoir distancé le peloton, Dries de Putter, qui est pour l'instant seul devant. Personne n'a l'air de suivre, mais ça devrait bouger. Il y en a d'autres qui vont y aller, c'est sûr. C'est une journée intéressante pour les échappés. Il y a plus d'espoir d'aller au bout qu'hier ou avant-hier, même si l'espoir pour les échappés est toujours assez moindre. Hein. C'est vraiment un dur boulot d'aller dans les échappées quand on sait qu'on a à chaque fois très très peu de chance d'y réussir. Mais quand on gagne, la victoire est d'autant plus belle. Allez, il y a un autre coureur qui le rejoint, c'est Geoffroy Bouchard pour la Décathlon AG2R La Mondiale. Il est parti et hop, il a déjà rejoint Dries de Putter. Allez, il y a 2 autres coureurs derrière. Voilà, ils sont 4 désormais à l'avant. C'est un Ineos. Et je ne sais pas qui est l'autre coureur. C'est quoi ce maillot? J'ai l'impression que c'est un maillot que j'ai encore jamais vu. Allez, on va voir qui c'est. Ah, mais c'est le maillot de meilleur grimpeur. C'est pour ça que je ne le reconnaissais pas. C'est Fergus Browning, évidemment, qui d'autre? Et le maillot de meilleur grimpeur, il est un espèce de vert pâle. Je me dis, mais c'est quelle équipe, le vert pâle? C'est aucune équipe. C'est lui, c'est Browning. Le maillot de meilleur grimpeur sur les épaules qui est parti. Et puis l'Ineos avec lui, c'est Ben Swift qui est également dans cette échappée. Voilà, on a 4 hommes en tête. Ben Swift, Fergus Browning, Geoffroy Bouchard et Dries de Putter. Ils sont pas encore sortis d'affaire. Hein. Le peloton est pas très loin derrière, mais ça roule pas fort. Est-ce que ça sera l'échappée déjà du jour qui se fait encore une fois assez facilement, sans grande bataille entre les coureurs? On va voir ça. Allez, un autre coureur qui tente de partir là. C'est Ide Skelling pour la XDS Astana Team qui est sorti. Les 4 hommes sont déjà un petit peu loin devant, mais le peloton roule pas trop fort, donc il a pu sortir facilement. Il va falloir qu'il se dépêche quand même pour les rejoindre, pas rester seul trop longtemps. Ouais, ils sont pas encore très loin, il va les rejoindre. Il est puissant, Ide Skelling, même si ça monte là, hein, on est dans l'ascension déjà de première catégorie. Je rappelle 8 km à 4% de moyenne. Mais pour Ide Skelling, ça lui pose pas trop de soucis. Il y va tout en puissance. Et l'écart est pas grand. Hein. Il y a peut-être 20 secondes là, entre les 4 hommes et le peloton. Ide Skelling qui a fait un bon effort là. Et ça y est, il a rejoint les 4 hommes de tête en même pas une minute. Fergus Browning qui prend le relais. Ouais, faut y aller. Faut prendre le relais parce que le peloton finalement, il laisse pas trop partir. Ça a même l'air d'un seul coup de rouler très fort derrière pour reprendre les échappées là. Hein. Je crois que c'est un Emirates qui roule. C'est plutôt des coureurs qui essayent de s'échapper. On a 4 coureurs qui viennent de distancer le peloton. 5 même avec un Jaiko Alou là qui rejoint. On a un Israël, on a un Soudal. Et voilà, on a 5 coureurs qui rejoignent les 5 de devant. Ça risque d'être une trop grosse échappée. Ça a 10 hommes, ça va pas bien s'entendre. Le peloton est pas loin derrière. Ça va tous se regrouper, j'ai l'impression. Il va falloir partir en contre. On est à 5 km du sommet. Ils ont été repris, du coup ça rattaque. On a 5 hommes qui sont repartis, mais le peloton qui revient. Allez, ça relance. Là, c'est le coureur de la Jaiko avec un Israël derrière. C'est Chris Harper. Chris Harper qui contre. Ah ouais, il y a un coureur de UAE là, qui roule à fond. Je pense pas. Je sais pas si c'est pour rattraper les échappées ou pour mettre d'entrée un rythme très dur dans cette ascension pour éliminer des coureurs. Mais clairement, l'UAE là, ils ont décidé de durcir la course. À moins qu'ils veuillent prendre l'échappée, l'UAE, mais ça serait étonnant quand même. Tout le monde le suit, en tout cas l'UAE, et du coup Chris Harper peut pas distancer le peloton. Le peloton est en file indienne, c'est parti très 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 vite. On pensait à un moment que l'échappée des 4 là était la bonne et que ça allait être tranquille. Et pas du tout, les UAE on en décidé autrement. J'ai pas vu c'était lequel des UAE qui roulait comme un dératé là pour que personne ne s'en aille.
Mais ça a marché. 142 km de l'arrivée et toujours personne qui n'a réussi à s'échapper. Ça roule à plus de 40 km/h dans cette ascension. Pour vous dire que ça plaisante pas, on voit. C'est tout en file indienne. Tout le monde est un par un. Derrière, on retrouve tous les sprinteurs qui s'accrochent. C'est Matthew Walls de la Groupama FDJ qui ferme la marche du peloton qui s'accroche. Ça monte très 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 vite. Et ça annonce une journée compliquée pour tout le monde. Autour de Samuel Watson de tenter de s'échapper pour Ineos Grenadier. C'est pas des attaques franches, il accélère un peu, il se retourne, il voit si ça se relève pas trop derrière. Pour l'instant, ça roule à fond, tout le monde roule à fond. Et ça y est, on a déjà un premier lâché, c'est celui que je vous parlais, Matthew Walls. Il est pas lâché de 15-20 mètres, il est pas, mais voilà. Pour vous dire, c'est le premier coureur où ça va trop vite dans cette montée, c'est un sprinter, c'est normal. Et ça montre bien alors qu'on est en début d'étape, on est frais, mais ça va trop vite. Allez, Samuel Watson, là, il a fait encore un petit écart. Non, c'est Connor Swift. C'est un autre, les Ineos s'alternent. On a eu Ben Swift, on a eu Watson, et là, c'est Connor Swift qui est parti et qui est le premier coureur depuis les 4 du tout début à faire un véritable écart avec le peloton. Clairement, l'objectif pour les Ineos, sachant que Geraint Thomas est largement lâché au classement général et que Lucas Hamilton, c'est quand même pas le favori numéro 1 de la course, c'est de prendre les échappées. Ouais, il est bien parti là. Il est bien parti, Connor Swift. C'est la partie en plus roulante là, de l'ascension. C'est pas très pentu. Il donne tout et ça fait vite un bel écart. Bon, par contre, il est tout seul. C'est problème. Allez, du coup, Fergus Browning, qui est parti en contre derrière Connor Swift. Oui, Connor Swift, là, il est bien parti pour passer en tête du sommet. Et du coup, Browning, il aimerait bien le rattraper pour le passer devant. Donc, il donne tout là. Browning, il a réussi à lâcher le peloton, à faire un bel écart aussi, pour prendre le maximum de points possible. Est-ce qu'il rattrapera Connor Swift avant le sommet? On doit être à encore 1 km, 1 km 500 du sommet. C'est un col de deuxième catégorie en fait. J'ai dit de première, enfin c'était écrit de première sur ma fiche. Mais c'est un col de deuxième catégorie. Il y a donc 7 points à prendre au sommet pour le premier, 5 pour le second, et puis 3 et 1 pour les suivants. Le peloton qui s'est arrêté. Le peloton s'est arrêté, donc pour l'instant ils sont seulement 2 coureurs en tête et ils ne sont pas ensemble en plus. On a Connor Swift qui a une quinzaine de secondes d'avance sur Fergus Browning, et le peloton qui a calmé le rythme, qui est de nouveau regroupé, plus du tout en file indienne, qui va doucement. Ça a dû permettre aux sprinteurs, et notamment Matthew Walls, de revenir. Mais bon, pour l'instant, seulement 2 hommes en tête, c'est sûr qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Là, le peloton, il faut une échappée, il faudrait au moins 5-6 hommes pour que l'échappée ait une chance d'aller au bout. D'autant plus qu'encore une fois, là, c'est pas 2 hommes, c'est 1+1, Connor Swift, seul en tête, qui n'attend pas Browning. Ça va être très compliqué là. S'ils sont que 2, c'est pour ça que UAE les a laissés partir. Ça a laissé dit 2, ça va, on peut gérer. 3 ou 4, ça aurait été un peu plus problématique. C'est Marc Soler, il me semble, que je vois en tête du peloton. Ça devait être lui qui rattrapait tout le monde tout à l'heure lors des attaques. Il y a eu des beaux pourcentages dans cette montée. Je vois là, il y a eu des passages à plus de 14%. C'était d'ailleurs quand ça attaquait, quand ça suivait, quand les sprinteurs étaient en difficulté. Et ça aurait pu permettre c'est vrai, un bon groupe d'échappés de partir. C'est pour ça que l'UAE a roulé dans ces moments-là. Et maintenant que les pourcentages sont beaucoup plus faibles, ils ont laissé partir 2 coureurs. 2 coureurs, c'est pas un souci pour eux. Allez, Fergus Browning, il arrive à rattraper Connor Swift. Il a fait un gros effort. Browning, je pense que ce sera ses seuls points qu'il prendra probablement de la journée, quoique, on verra. Et il devrait en profiter pour passer en tête. Et voilà, sans surprise, Browning qui fait le tempo dans ses derniers hectomètres de la montée et qui va passer en tête et prendre 7 nouveaux points au classement de la montagne. Connor Swift est juste derrière lui et va prendre 5 points. Maintenant, on va voir s'ils vont poursuivre leur effort ou non, parce que la prochaine ascension, elle est dans longtemps. Elle est dans longtemps. Il y a aussi un sprint intermédiaire entre les deux. On verra ce qu'ils vont décider de faire. Ils sont que 2 contre tout un peloton. C'est pas beaucoup. 132 km de l'arrivée et Connor Swift a décidé que ça valait pas le coup d'être tout seul, enfin d'être à 2 devant. Et il se relève malheureusement. Les 2 hommes n'ont qu'1 minute 30 d'avance sur le peloton. Et du coup, il a discuté un petit peu avec Browning pour lui dire désolé copain, mais ça sert à rien, on n'est que 2, on n'ira pas loin. Donc je me relève, je rejoins le peloton. Il s'est arrêté et Fergus Browning lui continue. Il est tout seul. C'est sa 3e journée devant. Il est seul en tête. Et alors le problème, c'est que la prochaine ascension où il pourrait prendre des points, elle est assez loin.
elle est assez loin, elle est dans 80 km à peu près. Donc il a tout seul résisté au peloton pendant 80 km pour aller chercher 7 points au sommet de la pente réserve, la prochaine ascension. Franchement, j'espère qu'il va y arriver, mais ça va être dur, hein, d'autant plus qu'il n'a donc qu'une minute 30 d'avance. Alors, le peloton qui roule à un rythme un peu élevé en plus. Hein. Là, c'est la Team Emirates qui est en première position avec la Red Bull Bora aussi. Il roule pas à fond, hein, parce qu'il n'y a pas forcément de danger, mais il roule pour imprimer un rythme, pour fatiguer un petit peu tout le monde en vue du final qui sera compliqué. Donc ça va être très très dur pour Fergus Browning. Seul devant désormais, puisque Connor Swift l'a lâché et va se faire reprendre par le peloton. 1 minute 20 d'avance pour Browning à 131 km de l'arrivée. Ah, il y a quand même un coureur qui décide un petit peu d'animer la course là, parce qu'avec Fergus Browning seul devant et un peloton derrière, on se dirigeait vers une nouvelle étape un petit peu cousue de fil blanc. Et c'est Geoffroy Bouchard qui avait attaqué en début d'étape qui vient de sortir du peloton. On est à 120 km de l'arrivée à peu près. Et il a décidé de partir. Il a 1 minute 30 de retard sur Fergus Browning. Il va tenter de les combler le plus rapidement possible. Mais bon, s'ils sont que deux, ça va toujours être compliqué. Hein. Je pense qu'il espérait qu'il y ait 2-3 coureurs qui partent également avec lui sur ce contre. Mais pour l'instant, il est tout seul. Il va tenter de revenir sur Browning. Mais à deux, ça sera difficile. C'est bien joué de la part de Geoffroy Bouchard, ça lui a coûté, hein. Il a eu besoin de 10 km, mais désormais à 112 km de l'arrivée, il vient de rejoindre Fergus Browning. Les deux hommes ont 2 minutes 18 secondes d'avance, et il l'a rejoint au bon moment, puisque le sprint d'intermédiaire, le premier sprint d'intermédiaire du jour, va arriver dans quelques kilomètres, et il est fort probable que ce soit Bouchard qui prenne les 3 secondes de bonification, devant Browning qui ne s'en souciera pas et avec 2 secondes. Et puis il y aura quand même quelque chose d'intéressant, là c'est le peloton qui va arriver derrière et qui aura donc 1 seconde à aller s'arracher. Probablement, on va voir Narvaez, on va voir Lapera, on va voir Steven Williams se battre pour cette petite seconde-là qui pourrait avoir son importance au final. Ça va être un petit peu d'animation dans cette étape qui, je vous avais vendu comme formidable et qui pour l'instant est plutôt tranquille. Allez, on est à 800 mètres là, du sprint, on va voir si Geoffroy Bouchard si ça va sprinter déjà entre eux ou si Browning va laisser les 3 secondes à Bouchard. Ça peut être intéressant pour Bouchard, hein. C'est un bon grimpeur quand même. Ça ne sera pas facile de le lâcher sur les différentes ascensions. Alors que tiens, dans le peloton, il y a Simon Clark qui vient de sortir. Alors est-ce que c'est pour rejoindre l'échappée ou est-ce que c'est pour prendre la petite seconde qui reste ? C'est peut-être plus pour empêcher Narvaez de prendre la seconde qui reste afin que son leader, Stefan Williams, ne perde pas 1 seconde de plus sur Narvaez. C'est intéressant, c'est en tout cas ce qu'il vient de faire Simon Clark pour Israël, alors qu'on est à 100 mètres de l'arrivée pour les deux hommes, du sprint intermédiaire pour les deux hommes. Et a priori, c'est Browning, ça ne sprinte pas, mais c'est Browning qui passe en tête, voilà, devant Geoffroy Bouchard. 3 secondes pour Browning, qui est bien classé au classement général, du coup, hein, puisqu'il n'a jamais été lâché. Et 2 secondes pour Geoffroy Bouchard, qui lui a laissé. Étonnant quand même, parce que Bouchard, il aurait pu 1 seconde de plus. Ça aurait pu être intéressant. Bon. C'est leur choix. Et du coup, la dernière seconde, il n'y aura pas de sprint dans le peloton. On n'aura même pas le droit à ça. Puisque Simon Clark, en attaquant, nous en prive. C'est lui qui va prendre la petite seconde de bonif qui reste. Et il n'y aura rien pour les favoris du peloton. Et le voilà, qui arrive au sprint intermédiaire. Donc en 3e position, Simon Clark. 1 seconde, il se retourne pour voir si le peloton est derrière. Le peloton est un petit peu loin et on va voir s'il se relève tout de suite ou s'il veut tenter de rattraper l'échappée, mais à mon avis, non, vu son rythme là, c'était juste pour prendre la seconde aux autres favoris qui auraient pu la prendre aux dépens de Stephen Williams. Et maintenant, il va, je pense, ralentir pour se faire reprendre par le peloton. Et il nous aura évité un petit sprint là. Merci, super. Allez, on est à 100 km de l'arrivée. Les deux hommes de tête ont 2 minutes 20 d'avance sur un peloton. L'étape est tranquille, on va en profiter pour parler de mon favori du jour. C'est Jonathan Narvaez, l'équatorien de 27 ans. Il est l'actuel d'ailleurs champion d'Équateur en titre. Hein. Il a remporté 2 fois le titre national, 1 fois en 2017. Et donc l'an passé, en 2024, il a le maillot de champion d'Équateur sur les épaules. Narvaez, après 6 saisons chez les Britanniques d'Ineos Grenadier, il vient de rejoindre l'équipe UAE Team Emirates XRG, l'équipe de la super équipe, la méga équipe de Tadej Pogacar. Super renfort
pour Emirates que Narvaez. Il compte 11 victoires dans sa carrière, seulement 2 sur des étapes World Tour, mais 2 étapes sur des grands tours. Il a remporté 2 étapes du Tour d'Italie. Il a remporté la 12e étape du Giro 2020 et il a remporté la première étape l'an passé. Et du coup, il a porté le maillot de leader. Si vous vous en souvenez, il avait remporté la première étape du Giro 2024, surprenant notamment Tadej Pogacar qui était là et qui avait un petit peu l'ambition folle de porter le maillot rose du début à la fin du Giro. Et Jonathan Narvaez, en remportant cette première étape, l'en a privé. Alors il a perdu le maillot rose dès le lendemain, mais il aura eu l'honneur d'être leader de ce grand tour. Par contre, il n'a jamais fait de bons résultats finaux. Et son meilleur résultat, c'était d'ailleurs cette année-là, en 2024. Il a terminé 28e du Giro. Il n'a jamais participé au Tour de France. On verra s'il sera là cette année. Il a participé 2 fois à la Vuelta sans grande réussite non plus. Mais voilà, c'est un très bon puncher. Et ça sera ma petite pièce pour aujourd'hui. Et même, je peux vous dire, pour le classement général final, je vois bien Jonathan Narvaez vainqueur. Une petite chute là, au moment sur la zone de ravitaillement. L'étape a bien avancé. On est à 60 km de l'arrivée. Les 2 hommes de tête ont 2 minutes 13 d'avance. Et c'est des coureurs de l'Israël. Ils sont un peu tous tombés. Et notamment le leader Stephen Williams, le tenant du titre, qui est tombé. Il boitille un peu. Il remonte sur son vélo. Il est reparti. Il a 3 coéquipiers avec lui qui vont le ramener. Mais voilà, petite chute. Ça a l'air d'aller quand même pour Stephen Williams. Il a été le dernier à se relever de cette chute dans la zone de ravitaillement. Là, on n'a pas bien vu ce qui s'est passé. Mais voilà, un avertissement. On espère que ça va quand même et qu'il pourra se mêler à la lutte. Il n'aura pas trop de soucis, je pense, pour rentrer dans le peloton. Il n'est pas resté longtemps à terre. Mais c'est un petit avertissement dans une étape qui est toujours très, très, très tranquille. Les 2 hommes devant qui devraient au moins arriver jusqu'à la prochaine ascension en tête. Ça, c'est tout bon pour Fergus Browning. Et puis, on va profiter de ce moment pour parler de l'autre coureur de l'échappée, puisque voilà, il est à l'avant, c'est Geoffrey Bouchard. Alors, Geoffrey Bouchard, c'est un coureur un peu particulier. Il est devenu professionnel assez tard. Il avait 27 ans. Il en a 32 désormais. Il a passé toute sa carrière du côté de la G2R, devenu désormais la Décathlon AG2R. Il ne compte qu'une seule victoire dans sa carrière. C'était sur le Tour des Alpes en 2022, mais par contre, et ça, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais Geoffrey Bouchard, c'est quand même un grand grimpeur, puisqu'il a réussi à terminer meilleur grimpeur de la Vuelta en 2019 et meilleur grimpeur du Giro en 2021. Il a terminé les 2 fois, donc avec le maillot sur les épaules au moment de la dernière étape. Il a remporté le classement général du meilleur grimpeur sur la Vuelta et sur le Giro. Il lui manque de le faire sur le Tour de France. Il n'a participé qu'une seule fois au Tour de France. C'était quand qu'il a participé au Tour de France ? C'était en 2022. Il avait abandonné sur la 8e étape. Et puis au classement en général, il avait quand même terminé 14e de la Vuelta en 2021, ce qui est quand même intéressant. Donc voilà, un coureur un peu particulier. Une seule victoire professionnelle avec une étape, donc je l'ai dit, du Tour des Alpes. Mais par contre, il compte, il a son palmarès, le maillot de meilleur grimpeur à la fois du Vuelta et de la Giro. Ce serait magnifique s'il arrive à le remporter également sur le Tour de France, mais ça sera évidemment très compliqué. Un coureur donc particulier qu'on ne connaît pas beaucoup en France, mais voilà, il a quand même de jolis coups d'éclat dans sa besace et il est devant aujourd'hui. Ça sera compliqué d'aller jusqu'au bout, mais il méritait bien ce petit hommage, notre ami Bouchard. Pour revenir à la course, Stephen Williams n'est toujours pas rentré dans le peloton. On est à 56 km de l'arrivée. Le peloton, il a encore bien 40 secondes, 1 minute de retard sur le peloton. Il est emmené par 4 équipiers. Il va falloir donner parce que la prochaine ascension est dans pas longtemps. Ça serait bien pour lui de rentrer avant que le peloton commence à grimper. 42 km de l'arrivée et on est désormais dans l'ascension, la Knotsheil-Klimb, un col de première catégorie. En fait, j'avais pas les bonnes informations sur les noms des ascensions quand j'ai fait la présentation. C'est des premières catégories. C'est toujours 3 km à 7,7%. Il y a des passages à plus de 20%, donc ça va faire mal quand même. Les 2 hommes de tête ont plus qu'une 30 d'avance sur le peloton. Ils ont compté jusqu'à 3 minutes, mais là, ça a bien diminué sous les efforts de la Team Emirates qui roule fort.
Stephen Williams, lui, a pu rentrer sans souci dans le peloton. Il est là, tout va bien. Mais on va voir si les échappés vont réussir au moins à aller chercher les points de la sommet. On l'espère pour Browning. Come on, Browning va chercher les 10 points au sommet. Là, ça commencerait à faire vraiment un joli pactole et il pourrait espérer garder ce maillot jusqu'au bout. Mais ça roule fort derrière dans le peloton. Et puis intéressant, juste après l'ascension, il y a 6 km de descente qui nous amène sur la ligne d'arrivée. C'est pas encore l'arrivée, mais sur la ligne d'arrivée, il y aura un nouveau sprint intermédiaire et des bonifications, des secondes à prendre. Et donc ça aussi, on va voir comment ça va être géré entre les favoris. Tout à l'heure, Simon Clark est sorti pour empêcher quiconque d'en prendre. On va voir comment ça sera cette fois-ci. Alors que derrière, il y a les premiers lâchés. Et voilà, on a Phil Bauhaus, le sprinter, qui est lâché. On a Donovan Grondin aussi, le sprinter français. Voilà, là, pour aujourd'hui, c'est fini. C'est normal. On voit Simon Dehers aussi qui a fait un top 10 au sprint qui est lâché. Là, c'est tous les sprinters. Hein. C'est pas compliqué. Campbell Stewart, il est là. Ryan Mullen. Allez, Welsford qui lâche à son tour. Avec son maillot de leader sur les épaules. Il va le perdre aujourd'hui, son maillot de leader, Welsford. C'est sûr et certain. 1 km du sommet pour les deux hommes de tête. C'est Browning qui donne tout. Browning, il sait que voilà, la dernière ascension, il y sera pas. Ça, c'est sûr et certain. Il aurait été repris d'ici là. Mais celle-ci, il peut l'avoir. Et je pense pas que Geoffrey Bouchard va aller lui disputer les 10 points. Il prendra les 6 points derrière. Il donne tout Browning. Et ensuite, ça sera fini pour aujourd'hui. Il pourra se reposer. Et peut-être encore repasser à l'attaque demain. On l'espère parce que c'est notre animateur de ce Tour Down Under pour l'instant, Browning. Devant tous les jours. Dans le peloton, la Jayco Alula a pris le relais de la Team Emirates. On roule pour Luke Plapp du côté de la Jayco et l'écart qui passe sous la minute désormais. Mais ça va aller au moins pour les points de la montagne pour Browning. Browning qui mène et qui va donc bien sûr passer en tête dans cette ascension. Les 10 points pour lui, les 6 points pour Bouchard qui ne lui a pas disputé. Son total qui continue de monter pour Browning. C'est du bon boulot. Et c'est probablement un boulot fini pour aujourd'hui pour Browning. Est-ce qu'ils arriveront quand même à passer jusqu'à la ligne des bonifications avant le peloton? C'est possible parce que c'est tout en descente. C'est le même passage qu'ils vont prendre lors de l'arrivée. Ça sera intéressant à voir. Bravo Fergus. Du gros boulot, du bon boulot. J'étais pas sûr qu'il puisse tenir quand il était tout seul là. Il doit être bien content quand même que Geoffrey Bouchard soit venu l'aider pour garder le peloton à distance jusqu'ici. Et bon, pour Geoffrey Bouchard, par contre, il va continuer, il va pousser dans la descente probablement, mais ça paraît compliqué. Le peloton est à 45 secondes derrière au moment où il passe à son tour sur la ligne du sommet. Allez, ça va être bon pour les deux hommes de tête pour les bonifications. Fergus Browning et Geoffrey Bouchard qui sont à 800 mètres du sprint et du premier passage sur la ligne d'arrivée. Le peloton est à 1 minute derrière, un peloton qui n'est plus que de 60-70 coureurs. Il y a encore quelques sprinteurs. J'ai vu Kokar, il y a Tobias Lund Andresen, il y a Matthew Brennan, Matthew Walls, quelques sprinteurs qui n'ont pas été lâchés dans le premier ascension. Ça sera plus compliqué dans la deuxième qui forcément se fera un rythme encore plus soutenu. Qui va passer là en premier sur la ligne d'arrivée? Pour l'instant, c'est Bouchard qui est devant Browning pour prendre les 3 secondes. Voilà, c'est un final en descente, c'est dangereux. Il faudra pas tomber. Puisque là, j'aurais dit, on le passe sur la ligne d'arrivée. Ils se sont partagés. Là, c'est Bouchard qui passe devant Browning. Ils auront donc pris 5 secondes chacun. Et Browning, à force de prendre des bonifications, imaginez, il s'accroche ensuite au groupe principal, il finit dans le même temps que les autres. Il est peut-être leader. Ça serait quand même énorme d'avoir notre Fergus Browning leader de la course. C'est Bouchard en tout cas qui est passé. Puis on va voir là, le peloton derrière. Ils ont 1 seconde. Ça va sprinter en descente. C'est parti. Le peloton qui arrive, 300 mètres. C'est Laurens Pitty qui est pour l'instant en tête et qui donne tout. Il a un Ineos derrière. Laurens Pitty qui travaille en fait pour Finn Fisher Black. Et c'est bien Finn Fisher Black qui la prend. Et comme ça va très très vite en descente, c'était difficile de se battre pour aller la chercher. En fait, ça allait trop vite. C'était pas possible d'aller plus vite. Et ça, c'est intéressant pour la vraie arrivée. Celui qui sera en tête à 600 mètres de la ligne, il ira tellement vite parce que ça arrive en descente qu'il a de grandes chances de gagner au final. Il ne faudra pas partir trop tard là pour lancer le sprint s'il y a un groupe conséquent à l'arrivée. C'est Fisher Black qui prend la petite seconde. On est à 34 km de l'arrivée. Les deux hommes de tête ont encore 1 minute d'avance. Ils ne se sont pas abdiqués. Ils ne sont pas relevés. Browning, il aurait pu se dire c'est bon, j'ai fait mon boulot. Non, il continue. Ça sera évidemment trop juste pour aller jusqu'au bout, mais bravo à eux. 34 km.
d'arrivée. Puis dans 30 km, non, même pas, dans 25 km, ça sera le nouveau passage sur cette ascension avant la descente vers l'arrivée. Et voilà, ça devait arriver, 25 km de l'arrivée. Et nos 2 échappés du jour qui sont repris. Le peloton qui est regroupé, une soixantaine d'hommes à peu près, qui va finir ces 25 derniers kilomètres. Ça devrait se décanter seulement dans la dernière ascension. On va y aller tranquille jusque-là. On a plusieurs équipes qui mènent le peloton. Je vois la Movistar, la Decathlon, la Jayco, l'AIF, la Visma. Étonnamment, je ne vois pas Emirates devant le peloton. Il reste pour l'instant caché. Je ne vois pas la Red Bull non plus. Ce qui est peut-être pas plus stupide. Attendre le bon moment pour planter. Pour l'instant, on est sur des routes plutôt plates. Dans 15 km, ce sera très différent. Attention, là, il y a une grosse chute. Alors c'est un seul coureur qui est tombé, mais il est étendu sur la chaussée. C'est un coureur d'Astana. C'est Harold Martin Lopez, il me semble, qui est sur la chaussée. Alors voilà, on n'a pas vu la chute. On a juste vu l'image de lui sur le bitume. J'espère que ça va aller. Pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles. La course continue, ça allait vite. On est à 15 km de l'arrivée. On espère que ça va aller, mais à mon avis, ça sent au moins l'abandon pour Harold Martin Lopez. 8,5 km de l'arrivée. Et là, ça va à fond. On est en file indienne. On s'approche à très très grande vitesse de la dernière ascension du jour. C'est la Team Ineos qui mène le peloton. A priori, ils ont l'air de travailler pour Magnus Sheffield. J'avais parlé de Lucas Hamilton comme leader, mais j'ai l'impression que c'est Sheffield qui est plutôt leur carte aujourd'hui. Le peloton est en file indienne. Allez, c'est la Red Bull qui prend l'initiative dans le début de cette ascension. Et c'est qui ? C'est notre ami Van Poppel. Il fait tout, Van Poppel. Il fait le poisson pilote, il ramène Welsford quand il chute. Et maintenant, c'est lui qui imprime le tempo au début de cette ascension. Il travaille pour Finn Fisher Black. C'est le leader du classement général pour la Bora. Lucas Hamilton pour Ineos qui prend son relais. Clairement, s'il travaille dès maintenant, c'est que ce n'est pas lui le leader de la Ineos. Et puis c'est UAE désormais. Ça se relève rapidement. Van Poppel, Hamilton, ils n'ont pas fait des gros relais. Et c'est Jevan qui part, qui est désormais en tête et qui attaque carrément. Il a Oscar Onley dans sa roue. Qui on a là ? On a Finn Fisher Black, on a Jonathan Narvaez. Avec lui, ils sont tous au premier rang. C'est déjà les favoris qui sont en tête du peloton. Il y a un groupe de 10-12 coureurs qui s'est détaché. Il y a un Ineos qui relance. C'est Kwiatkowski qui est parti et qui prend de l'avance. Il a Rémi Rochas dans sa roue. Pour la Groupama, on a un duo là qui a pris un peu d'avance sur les autres. Kwiatkowski, Rémi Rochas. Ils ont pris quelques dizaines de mètres d'avance sur le groupe des favoris. On ne peut plus vraiment parler de peloton. Ça a explosé un peu d'un coup. Ils ont pris une petite avance. C'est pas non plus, c'est loin d'être décisif. C'est Rémi Rochas désormais qui prend le relais de Kwiatkowski. Et derrière, c'est la Jayco Alula qui roule pour revenir pour Luke Plapp. Une vingtaine de coureurs, il me semble, encore dans ce groupe. Il y a des coureurs un peu partout. Les Kwiatkowski et Rochas qui vont se faire reprendre finalement par le mini-peloton qui est mené donc par Chris Harper, il me semble, pour la Jayco. Et là, il y a une belle attaque. Une belle attaque de Afonso Elalio. Alors là, il fallait le voir venir, celui-là, de la Bahrain Victorious. C'est un Portugais. Et du coup, pas très connu ni par les autres coureurs. Je pense, du coup, il a un petit peu de... C'était pas le coureur le plus surveillé. Il est parti. Il a pris quelques mètres d'avance. Mais Chris Harper continue son boulot. Il imprime un rythme. C'est bien joué quand même de la part de Lalio. Chris Harper qui fait du gros boulot. C'est Chris Harper qui contre le reste du monde. 1 kilomètre du sommet. Lalio est toujours en tête, mais il va être repris par Chris Harper et par le groupe de favoris. Est-ce que quelqu'un va réussir à contrer là quand Lalio sera repris ? On a Jevan qui est sur ses pédales, qui est juste derrière Luke Plapp. On a Narvaez dans la roue de Jevan. Ça y est, il est repris. Lalio, bien tenté, mais à 600 mètres du sommet, il est repris par Chris Harper. Pour l'instant, personne qui contre. Un groupe toujours d'une vingtaine d'unités. Est-ce qu'ils vont rester ensemble et se disputer tous ensemble le sprint final ? Et c'est Plapp qui attaque. Après le travail de Chris Harper, il me semble que Chris Harper s'est relevé. Et voilà Luke Plapp qui a attaqué. Mais il n'a pas réussi à faire de différence. C'est Jevan qui était dans sa roue, qui ne s'est pas fait distancer. Narvaez est là. Magnus Sheffield. Mais ça, malgré tout, ça a fait en lécher quelques-uns. Derrière, on a vu un Visma qui a lâché. Oscar Onley est toujours là. Et ils ne sont plus qu'une dizaine. Et c'est Rémi Rochas, qui tente de remettre un coup. Allez mon Rémi, c'est pas mal.
Jevine n'a pas eu l'air de l'avoir suivi. Rémi Rochas, là, qui fait un bon coup. C'est à 200 mètres du sommet. Il va passer en tête, ça c'est sûr. Est-ce qu'il pourra ensuite? Il faut qu'il continue. Le problème, c'est que ça descend pas tout à fait derrière. Il y a encore 1 ou 2 kilomètres de montée-descente. Mais là, il a fait un bon écart, Rémi Rochas. C'est pas mal ça pour la Groupama. Derrière, on a Bokemolema qui tente de partir en contre. Et c'est Luc Plapp finalement qui roule. Luc Plapp qui roule, mais du coup c'est un favori. Luc Plapp, il n'a pas envie de faire l'effort tout seul. Il se retourne pour voir s'il y a quelqu'un d'autre qui veut l'aider à rattraper Rémi Rochas là qui est parti. Rochas qui passe au sommet. Derrière, c'est Narvaez finalement qui roule. Il a Javier Romo dans sa roue. Finn Fisher Black est aussi toujours là. Alors que Stephen Williams, tiens, est lâché. Stephen Williams est lâché. Il n'a toujours pas passé le sommet. Et peut-être il s'en ressent de sa chute de tout à l'heure. Mais pour Williams, le tenant du titre, a priori, il va perdre gros aujourd'hui. Et ça sera pas, il ne fera pas le doublé, parce que là, il va perdre beaucoup de temps. Oscar Only qui est avec Est-ce que Rémi Rochas a été repris? Oui, il a été repris Rochas. Et du coup, c'est Javier Romo là, qui part en contre. Javier Romo qui part en contre. On est à 5 km de l'arrivée. Il est parti sur une partie, une espèce de faux plat descendant, Romo. Il a fait un petit écart aussi, comme Rémi Rochas tout à l'heure. C'est Bokemolema qui prend la tête du groupe des favoris pour revenir. Dommage pour Rochas tout à l'heure. Il a attaqué au bon moment. Il est passé au sommet, mais ensuite, comme ça redescendait pas, il s'est fait reprendre. Jevine et Chris Harper qui sont derrière pour tenter de revenir sur Romo. Jevine qui se retourne. Ouais, pas attention, là, il n'y a personne qui prend le relais de Jevine. Ça peut profiter à Romo, l'Espagnol de la Movistar, là, qui a une petite dizaine de secondes d'avance. Ça va en descente après, donc ça va très vite. On va y être vite à l'arrivée. Il a 20 bonhommes derrière lui. Luc Plapp qui a attaqué en contre. C'est des initiatives un petit peu individuelles pour l'instant. Luc Plapp, non, il n'a pas réussi à faire d'écart. Magnus Sheffield revient dans sa roue. Sheffield qui continue son effort pour tenter de revenir sur Romo. Ils ont 100 mètres de retard. Il a Plapp dans sa roue, il a Narvaez, il a Molema. On a qui encore ici? Allez, tiens, qui on voit? On voit Bastien Tronchon qui est encore là. Rémi Rochas aussi. Pour la Trek Segafredo, on a Juan Pedro Lopez et Andrea Baggioli aussi. Trek Segafredo qui a du monde, ils sont encore 4. On a aussi Patrick Conrad et Bokemolema, Juan P. Lopez, voilà les 4 coureurs avec Baggioli, les 4 coureurs de la Lidl Trek. Chris Harper qui est reparti en contre derrière. Oh là oui, ça s'est un petit peu éclaté. Là, Chris Harper, il est bien parti. On ne sait pas qui est le leader du côté de la Jai Kolula. C'est Luc Plapp, c'est Harper, on ne sait pas trop. Là, c'est Harper qui a réussi à s'échapper. Bokemolema en troisième rideau qui lead le groupe des favoris. Romo toujours en tête a priori. Afonso Lalio, qui est toujours là, qui ferme le groupe des favoris avec Rémi Rochas, avec Bastien Tronchon. Et Paul Lapera, il n'est pas là, non? Paul Lapera, je disais que c'était un des favoris du jour. Je vois pas le maillot du champion de France. Non, c'est Tronchon pour la décathlon qui est là, mais je vois pas de Paul Lapera. Ça c'est ballot, ça. Oula, Bokemolema, il s'arrête. Ouh, ça s'arrête. On a toujours Magnus Sheffield, on a toujours Jevine. Chris Harper est toujours intercalé entre Javier Romo et le groupe de favoris. On est à 2,5 km de l'arrivée. 10 secondes. 10 secondes d'avance pour Javier Romo. C'est pas mal ça parce que c'est en descente. 134, c'est Thomas Gloag, le Britannique, qui est là pour la Jumbo-Visma. On a également Sergio Higuita qui est toujours là pour la XDS Astana. Mais ça se regarde, ça se retourne. Ouh, ça sent bon pour Romo ou pour Harper qui est en contre. On a toujours Finn Fisher Black aussi dans ce groupe. Chris Harper qui est en train petit à petit de perdre du temps. Et il y a un contre. Là, c'est Oscar Only. Oscar Only qui lance une belle attaque. On est à 2 km de l'arrivée. Il sent que ça commence à chauffer. Là, Romo est toujours loin devant. Il rattrape Harper. Il bouffe Harper. Il le dépasse comme si c'était un débutant. Ça, c'est Oscar Only. C'est un bon effort, là. Là, s'il donne tout, il peut peut-être revenir sur Romo. Je ne vois pas si ça suit derrière. 1 km 500. Javier Romo, toujours seul en tête. Oscar Only derrière lui à 6-7 secondes. Et il revient, Only, il peut le faire peut-être. Mais c'est en descente, c'est pas facile de reprendre du temps en descente. Derrière le groupe qui est... c'est Molema, Molema qui fait beaucoup d'efforts. En même temps, ils sont 4 les Trek Segafredo, c'est à eux de bosser, là c'est normal. J'ai l'impression que tous les autres sont à peu près tout seuls par équipe. On est à 1 km, la flamme rouge, il est passé pour Javier Romo, c'est tout en descente. À mon avis, ça va être bon, alors que c'est Chris Harper, c'est Oscar Only qui va être repris. Justement par Chris Harper qui le redépasse un petit peu comme il a été tout passé tout à l'heure, c'est la revanche. Le groupe est de nouveau complet, sauf Javier Romo seul en tête. Chris Harper qui donne tout, mais Javier Romo semble... il a encore 5-6 secondes d'avance et c'est tout en descente.
300 mètres de l'arrivée, ça va être bon. Ça va être bon pour Javier Romo. Une victoire inattendue, je ne l'avais pas cité dans mes favoris. Il file à plein pot vers la victoire, Javier Romo pour la Movistar. On va voir qui voilà, Javier Romo, il a même le temps de lever les bras et de s'aller derrière. C'est un sprint entre plusieurs coureurs. On voit Narvaez, on voit Plapp, c'est Narvaez. Narvaez qui termine devant Finn Fisher Black, il me semble, en 3e position. Et Patrick Conrad, peut-être 4e. C'est important pour les bonifs, tout ça. Mais les 10 secondes de bonif sont pour Romo. Et en plus, il a fait un petit écart. Il prend peut-être 5 secondes sur le groupe. Ça, au classement général, ça va être très, très important, Javier Romo. Gros coup pour le coureur de la Movistar qui s'impose aujourd'hui. On va vérifier pour la 2e place exactement. C'est allé vite, c'était loin. On voit Narvaez et Finn Fisher Black. Ouais, c'est bien ça. Narvaez. Ouf. Oh, ça se joue à rien en fait. Oh, on va voir une photo finish là. Entre Narvaez et Fisher Black. C'est le jeune Albert White Philipsen pour la Lidl Trek qui était aussi là. Mais il y avait combien de Lidl Trek? Je ne l'avais même pas vu lui. Qui termine 4e. Et Thomas Glog 5e. Et Romo, il s'est relevé un petit peu avant la fin et il a perdu 1 ou 2 secondes là pour célébrer. J'espère qu'il ne les regrettera pas au final au classement général, cette petite seconde perdue pour célébrer. Alors du coup, ça nous donne au classement de l'étape donc la victoire de Javier Romo. Il termine avec 5 secondes d'avance sur le groupe de poursuivants réglé par Narvaez devant Finn Fisher Black. Narvaez, mon favori du jour qui fait 2e, c'est quand même pas mal. J'étais pas loin. Albert Witten Philipsen de la Lidl Trek 4e, Thomas Glog 5e. Top 10 complété par Patrick Conrad, Andrea Baggioli, 2 autres coureurs de la Lidl Trek. Et puis les Français Bastien Tronchon et Rémi Rochas font 8 et 9e. Magnus Sheffield 10e. Et puis je vais quand même dire les autres coureurs qui étaient dans ce groupe et qui ont perdu 5 secondes sur Romo et qui seront du coup les coureurs qui vont se battre pour le classement général. On a Luc Plapp, on a Higuita, Jevine, Juan Pedro Lopez, Afonso Lalio, Chris Harper, Oscar Onley et Bauke Mollema. Du coup, parmi les grands perdants du jour, on a surtout Stephen Williams qui termine à 25 secondes en compagnie notamment de Michael Woods. Et moi, je voulais parler de Paul Lapera qui perd 1 minute 2. Il termine 41e, Paul Lapera, avec des coureurs comme Esteban Chavez, comme George Bennett aussi, à 1 minute 2. Des coureurs qui perdent toute ambition au classement général. Et puis, on va parler du dernier arrivé. Aujourd'hui, c'est l'Italien Daniel Skurl de la Bahrain Victorieuse qui arrive dans le groupe des sprinteurs à 12 minutes 40. Et puis on va aussi parler de celui qui est tombé tout à l'heure, Harold Martin Lopez, qui a dû abandonner. Alors je pense qu'ils ne nous ont pas montré d'autres images par la suite parce que vous savez que sur le Tour du Pays Basque, il y avait une grosse chute avec Vingegaard, avec Roglic, avec Jevine, Evenepoel. On était resté 1h30 à voir des images de type allongé, immobile sur le bitume. On pensait qu'ils étaient tous morts. Et ça avait un peu fait scandale. Et là, c'est vrai que l'image a duré 5 secondes, c'était impressionnant. Il était immobile sur le bitume et ils ont coupé immédiatement. Et ils n'en ont plus reparlé pour éviter justement qu'on voit ces images un peu morbides et qu'on laisse le coureur tranquille. Il a dû toutefois abandonner Harold Martin Lopez. Au classement général, bien sûr, c'est Javier Romo qui fait la grande et la bonne opération. Il compte 8 secondes d'avance sur Jonathan Narvaez et 10 sur Patrick Conrad et Finn Fisher Black. Et puis 5e, c'est Bastien Tronchon à 12 secondes. Alors, quand on se rappelle que lors de la première étape, si vous vous souvenez bien, il avait roulé jusqu'au premier sprint intermédiaire, mais ensuite il s'était relevé. Il aurait pu continuer jusqu'au deuxième sprint intermédiaire, prendre 3 secondes de plus. Et sinon, du coup, il serait 3e à 9 secondes. Bon, là, il est 5e à 12 secondes. Et on le dit, ça se joue à coup de secondes le Tour de Under, donc c'est un petit peu dommage. Derrière, le top 10 à 15 secondes de Javier Romo est complété par Magnus Sheffield 6e, Albert Witten Philipsen 7e. Belle révélation, c'est le plus jeune coureur du peloton, le coureur danois de la Lidl Trek. Jevine est 8e, Chris Harper 9e et Baggioli 10e. Au classement par points, c'est toujours Samuel Forn le leader devant les sprinteurs Tim Thorne Teutenberg et Matthew Walls. Et au classement de la montagne, évidemment, c'est Fergus Browning, 58 points Fergus Browning. Bon, au classement général, ça y est, il a abandonné, il n'a pas pu suivre les meilleurs. 58 points, mais il n'y a personne derrière lui. Le deuxième, c'est toujours son compère Zach Marridge avec 15 points. Et puis Javier Romo, qui est désormais 3e avec 14 points. C'est vrai que Romo, hier, il avait sprinté pour aller chercher les points au sommet de la dernière ascension du jour. On n'avait pas pensé qu'en fait, il jouerait aussi pour le classement général. Classement du meilleur jeune, et là, c'est aussi un petit peu
changé. C'est Albert Witten Philipsen, du coup, voilà, qui est le meilleur jeune. Il a 15 secondes d'avance sur Zach Marriage, qui s'est donc bien battu aujourd'hui. Il termine juste derrière. Pablo Torres, le jeune espagnol de la Team Emirates aussi, dont on parle beaucoup, est troisième à 20 secondes. Fergus Bronin, lui, allez, je le dis quand même, il a 4 minutes 8. Il a lâché prise complètement dans le final de cette étape. Il a sauvé des forces pour aller chercher des nouveaux points au classement de la montagne un peu plus tard. Voilà pour cette troisième étape du Tour d'Under remportée donc par Javier Romo. C'était vraiment pas le favori de mes pronostics, mais je pense quand même de la plupart des pronostiqueurs. Je ne suis pas complètement dans l'erreur. Une belle victoire pour l'Espagnol et pour la Movistar. On va voir s'il va réussir à garder ses 8 secondes jusqu'au bout. C'est pas du tout impossible. Là, c'est vraiment un bon coup fait par l'Espagnol. Demain, 4e étape. Une étape avec, encore une fois, des belles ascensions à monter. La Parawa Hill, 3 km à 7%. Puis la dernière, c'est la Nettle Hill, 1,8 km à 8,4% de moyenne. Elle se trouve à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Est-ce que ce sera suffisant pour éliminer les sprinteurs? C'est un peu toujours la même question. Demain, le sprint massif n'est pas impossible. Une autre possibilité, je l'ai dit à chaque fois, mais là, demain, j'y crois vraiment, c'est un groupe d'échappés. Parce que là, il y aura plein d'échappés qui ont perdu du temps aujourd'hui, donc ils ne seront plus dangereux au classement général et qui pourront s'amuser sur le parcours vallonné de demain pour prendre de l'avance et pourquoi pas se disputer la victoire, parce que ce ne seront pas les équipes du général qui vont se soucier d'une échappée s'il n'y a personne de dangereux. Ce sera aux équipes de sprinteurs de bosser, mais tout en sachant qu'il y a quand même un mur de 2 km à 8% à monter qui éliminera des sprinteurs. Est-ce qu'ils voudront tout donner? On verra ça demain sur ici, là, 100% cyclisme. Allez, à demain. Salut à tous, salut à toutes.